On va poursuivre et à nouveau essayer de prendre une vue plus internationale. On parlait tout à l'heure des aides et des coûts engendrés justement par notre soutien à l'État ukrainien. Il ne suffit pas d'être un pays en guerre pour pouvoir toucher ces aides de la France. D'autres pays peuvent y avoir le droit, en l'occurrence l'Algérie. Et c'est donc l'un des pays dont nous allons parler avec notre prochain intervenant, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur. Voilà, merci. Je vais vous parler d'un sujet peut-être un peu marginal, mais quand même marginal par rapport à l'ensemble de la discussion de ce matin, mais important dans le débat, parce que dans le fond, je vais vous parler essentiellement de l'immigration algérienne, du coût qu'elle peut avoir, et puis également, dans le fond, quelle devrait être notre politique vis-à-vis de l'Algérie. Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, j'ai été ambassadeur en Algérie. J'ai été à 2 reprises ambassadeur en Algérie. Donc j'ai été ambassadeur en gros le quinquennat Nicolas Sarkozy et puis le premier quinquennat du président Macron. Donc j'ai une petite connaissance de ce pays. Alors, je partirai d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, de 2 constats que je fais et qui vraiment ont guidé ma réflexion sur l'Algérie. Le premier constat, c'est que l'Algérie, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française, et peut-être même surtout de la politique intérieure française. En d'autres termes, quand on parle de l'Ouzbékistan, quand on parle de la Chine, de l'Australie ou de l'Argentine, c'est de la politique étrangère, point. Quand on parle de l'Algérie, c'est de la politique étrangère, mais c'est surtout de la politique intérieure française. Deuxième constat que j'ai fait, ou plutôt que j'ai établi pendant mes 8 années algériennes, c'est la très grande, je dirais, pusillanimité de notre classe politique vis-à-vis de l'Algérie dès qu'on parle de l'Algérie. Et je crois que c'est vraiment spécifique à ce pays, pas vis-à-vis d'autres pays, pas vis-à-vis d'autres anciennes colonies, mais vraiment vis-à-vis de l'Algérie. Pourquoi ? Parce que je pense ou j'ai constaté que chez les politiques de gauche comme de droite, il y a un manque de lucidité dès qu'on parle de l'Algérie. Il y a un sentiment de remords ou de repentance permanent qui n'existe pas vis-à-vis des autres pays. Et ce sentiment de remords hante notre classe politique et l'empêche d'être lucide. Je donne quelques exemples, mais les politiques de gauche, et j'en ai vu défiler beaucoup en Algérie, ils ont le souvenir de la guerre d'Algérie, de Guy Mollet, des prises de position de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur à l'époque. Ils ont le souvenir des prises de position de François Mitterrand comme président de la République vis-à-vis du fils et des islamistes. Donc il y a une sorte de souvenir permanent de la part des hommes politiques de gauche, et donc ils sont tentés, je dirais, d'en rajouter en quelque sorte dans la bien-pensance vis-à-vis de l'Algérie. Mais c'est également vrai chez les politiques de droite, je l'ai constaté, parce que j'en ai vu aussi passer pas mal à Alger. Il y a le souvenir du général de Gaulle, du « je vous ai compris ». Il y a le souvenir de juillet 62, du retour des pieds noirs, des harkis. Donc il y a également chez les politiques de droite une sorte d'absence de lucidité qui pèse pour beaucoup dans notre politique vis-à-vis de l'Algérie. Alors, je vais aborder 3 points. Le premier, c'est pourquoi finalement y a-t-il aujourd'hui, en 2024, donc 62 ans après l'indépendance de l'Algérie, une question algérienne ou une immigration algérienne, une question algérienne qui se pose encore autant. Deuxièmement, j'aborderai un peu de manière générale la question du coût
Et troisièmement, j'évoquerai des pistes de solutions possibles. Alors, premier point, pourquoi l'Algérie pèse-t-elle autant dans notre réflexion et pourquoi y a-t-il cette question permanente de l'immigration algérienne qui intervient dans tous nos débats électoraux? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un pays, et encore une fois, j'y ai passé presque 8 ans, c'est un pays en crise, qui le nie, mais qui est en crise parce que on a une transition politique qui n'en finit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, on a encore les mêmes qui étaient en 62 au pouvoir, qui sont encore au pouvoir. Et comme je disais en plaisantant lorsque j'étais à Alger, les octogénaires seront remplacés par des septuagénaires. Et les septuagénaires, c'est la relève. On a un système politique qui est verrouillé. On a vu avec la dernière élection du président algérien, Tebboune, réélu avec 95% des voix. Il y a peu de pays aujourd'hui, en 2024, où un chef de l'État est réélu avec 95% des voix. Je crois même que Poutine n'a pas fait 95% des voix. Et puis 8 jours après, ils se sont aperçus en Algérie qu'ils avaient fait une erreur de 5 millions de votes, donc il n'a été réélu qu'avec 85% des voix. Il y a également, dans cette transition politique, il y a une absence de légitimité du pouvoir algérien. Et la seule source de légitimité, c'est le discours anti-français qui est encore, 62 ans après, l'alpha et l'oméga du discours politique algérien, avec des fondamentaux du système qui n'ont pas changé depuis 1962. Ces fondamentaux, c'est l'opacité, parce que c'est un système extrêmement opaque. Je disais que c'était la Corée du Nord, mais une Corée du Nord à 800 km de Marseille. Opacité, présence de l'armée qui est depuis 62 la colonne vertébrale du système et qui considère que son rôle est légitime parce qu'elle a gagné la guerre contre la France et elle a libéré le pays face aux colonisateurs. Troisième élément des fondamentaux du système, c'est une certaine brutalité de ce système qui s'est accentuée depuis 2020, depuis la prise de pouvoir par Tebboune et l'armée. Quatrième élément, c'est la corruption qui est aussi présente depuis 62 et qui a été exacerbée par la durée du règne de Bouteflika et la hausse des prix du pétrole. Cinquième élément, c'est, je le disais, le discours anti-français qui est la source de légitimité, qui reste la source de légitimité de ce système et qui est un peu le baromètre de la santé du régime. Et enfin, il y a un nouvel élément qui intervient aujourd'hui et qui fonde un peu la légitimité de l'Algérie, c'est le discours anti-Maroc qui a pris des proportions très fortes depuis quelques mois. Depuis quelques années et depuis quelques mois, depuis la reconnaissance du Sahara marocain par le président de la République. Donc voilà un système politique qui est en crise. Et à côté de cela, il y a une société algérienne, ça m'a frappé durant surtout mon deuxième séjour à Alger, une société algérienne qui est très, je dirais, fragile et fatiguée par l'absence de développement économique de ce pays, alors qu'on sait que le pays est très riche avec du pétrole, avec du gaz. Son voisin marocain n'a pas de pétrole et de gaz, mais est beaucoup plus développé. On a une société qui est fatiguée, crispée par les manquements de l'État à ses fonctions régaliennes et aux fonctions de régulateur en matière de logement, d'éducation et d'emploi que devrait avoir l'État. Une société qui est coupée en deux entre les plus de 40 ans, 50 ans qui sont encore francophones
et une jeunesse qui est beaucoup plus arabophone et qui est privée de tout lieu de vie, à l'exception des mosquées. Une société qui a été fatiguée, et ça se voit encore 20 ans après, par la décennie noire et par la guerre civile algérienne, qui a entraîné une forme de religiosité, de repli sur soi, parce que pendant la guerre civile, les gens se sont repliés sur la religion, sur un certain nombre de valeurs. Donc, un pays qui vit une transition politique extrêmement lente et complexe, et une société fatiguée, crispée, dans laquelle il y a, je dirais, des régulateurs à ce mal-être, des soupapes qui permettent de vivre ou de survivre. Et ces soupapes, ce sont, dans le fond, la religion, l'islam, le sport, notamment le football, les émeutes, parce que c'est une société très violente, le marché noir, qui va avec la corruption, et les visas. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, quand ça va mal, vous vous réfugiez dans un certain nombre de choses. Alors pour les uns, c'est la religion, c'est la mosquée. Pour les autres, c'est le football. Pour d'autres, c'est le marché noir. Pour d'autres, c'est la violence. Et pour un certain nombre d'entre eux, c'est le rêve ou le souhait d'avoir un visa, notamment pour la France. Et donc, dans ce paysage que j'ai tracé, que j'ai décrit rapidement, les conséquences, vous le voyez, sont immédiates pour la France. J'ai encore en tête la phrase d'un Premier ministre, M. Ouyaria, qui est en prison aujourd'hui, qui disait à Pierre Gattaz, le président du MEDEF, il lui disait « Si l'Algérie va mal, c'est la France qui ira mal. » Et comme l'Algérie va mal, par définition, la France va mal. Et ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y aurait une fuite du pays. Et ce qui est important, c'est d'avoir en tête quelques chiffres. Pendant la décennie noire, il y a eu donc les années de guerre civile entre 1990 et 2002. Il y a eu 110 000 départs vers la France. Ensuite, dans les années suivantes, il y a eu à peu près 1 million de départs vers la France. Et pendant le Hirak, qui est cette période 2019-2020, qui a cette révolution qui a abouti à la chute de Bouteflika, la démission de Bouteflika, les Algériens, pensant qu'il y aurait un petit peu de changement dans le pays, il y a eu 0 départ et 0 haraga, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui veulent traverser la Méditerranée de manière illégale. Alors le Hirak, qui est cette révolution de 2019-2020, révolution entre guillemets, mais il y a eu quand même, m'avait dit le président Tebboune, m'avait dit, il y avait eu quand même le 8 mars 2019, les services algériens avaient comptabilisé 13 millions de manifestants. Donc 13 millions de manifestants dans un pays de 42 millions d'habitants, c'est le tiers de la population, 13 millions de manifestants dans la rue. Donc le Hirak a été le révélateur de ces tensions, et le Covid a interrompu évidemment le Hirak, et à la suite de cela, l'armée a repris les choses en main, et l'armée qui est aujourd'hui derrière le président Tebboune est bien décidé à ne pas perdre la face à nouveau et à ne pas perdre le pouvoir. Et donc le Hirak a échoué et les problèmes demeurent. Alors, deuxièmement, face à ces crises, il y a un certain, et je l'expliquais tout à l'heure, je disais notre classe politique est assez naïve vis-à-vis de l'Algérie. Il y a un certain angélisme de la part de la France, et il y a la question que j'ai évoquée dans de nombreux articles ou dans de nombreuses notes, notamment dans une note qui est parue l'an dernier
à la Fondapol sur les accords franco-algériens de 1968, la question de l'installation des Algériens en France est absolument centrale. Et l'Algérie, dans cette politique migratoire française, l'Algérie est un cas particulier pour deux raisons. D'abord parce que les visas sont considérés comme un droit. Je disais tout à l'heure, c'est un des régulateurs du mal-être algérien, mais c'est considéré psychologiquement comme un droit. Et Tebboune, dans une interview au Figaro l'année dernière, avait dit, sous forme de boutade, mais ce n'était pas une boutade en réalité, il avait dit « Nous avons droit à 132 années de visa parce que vous nous avez colonisé 132 années ». Donc les visas sont perçus comme un droit. Et deuxième raison qui facilite l'immigration algérienne en France, c'est l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur lequel je dis un mot, parce que c'est un sujet qui est devenu assez central dans le débat politique en France. En gros, les accords d'Évian prévoyaient la libre circulation entre la France et l'Algérie, parce qu'au moment de la négociation des accords d'Évian, on pensait que les pieds noirs resteraient en Algérie et que les pieds noirs qui auraient opté pour la nationalité algérienne devaient pouvoir voyager et venir en France librement sans contrainte. Et puis en juillet 62, départ des pieds noirs, et donc la liberté de circulation ne jouait que en faveur des Algériens. Et à ce moment-là, on a considéré qu'il fallait changer les règles du jeu et on a négocié avec l'Algérie cet accord du 27 décembre 1968 qui, d'une part, ne rétablit pas la liberté de circulation prévue dans les accords d'Évian, mais d'autre part, accorde un certain nombre d'avantages, de privilèges aux Algériens par rapport aux autres nationalités, par rapport notamment à nos anciennes colonies. Parce que à l'époque, en 1968, il n'y avait pas de visa. Les visas ont été établis en France seulement en 1986. Et donc, cet accord de 1968 est un accord sur l'installation des Algériens en France, non pas sur la circulation, pas sur les visas, puisqu'il n'y avait pas de visa, encore une fois, mais un accord sur l'installation des Algériens en France. En un mot, pour faire bref, pour une autre nationalité, pour s'installer en France de manière légale, il vous faut un visa de long séjour, qui est difficile à obtenir parce qu'il faut, par exemple, un contrat de travail. Pour les Algériens, un visa de court séjour, de tourisme, pour venir voir ses parents, pour venir fêter Noël, l'Aïd ou que sais-je, venir en France, un visa de court séjour suffit. Et c'est un peu le point d'entrée de l'immigration algérienne en France, parce qu'à partir de là, vous avez toute une série d'exceptions que n'ont pas, encore une fois, les autres nationalités. Un titre de séjour de 10 ans qui est délivré, un titre de séjour qui ne peut pas être retiré par l'administration, sauf par le juge, une régularisation des sans-papiers au bout de 10 ans sur le territoire. On ne vérifie pas les conditions d'intégration, de maîtrise de la langue française ou d'insertion dans la société française en cas de regroupement familial. Le regroupement familial lui-même est facilité, etc., etc. Donc, il y a tout un ensemble de dispositions qui sont des dérogations par rapport aux autres pays. Alors, on délivrait, j'illustre ça de la manière suivante. Quand j'ai quitté Alger en 2012, nous délivrions 280 000 visas par an environ. Quand je suis revenu à Alger en 2017, nous en délivrions 420 000. Donc je me souviens avoir posé la question aux deux ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour savoir quelle devait être notre politique pendant les années que j'allais passer à nouveau en Algérie. Et en accord avec le ministère de l'Intérieur, nous avons réduit sensiblement le nombre de visas. On est repassé de 420 000 en un an. On est redescendu à 270 000. Et puis l'année suivante, on est redescendu autour de 120 000 à peu près.
Puis aujourd'hui, nous sommes remontés à 380 000. Donc vous voyez que la demande est toujours extrêmement forte. Alors tout ceci a évidemment un coût, ce sera le troisième point. Alors il y a eu un débat récent sur, je crois que c'est Madame Sarah Knafo qui a parlé du coût de 800 millions d'euros d'aide française à l'Algérie. Alors en réalité, il faut préciser les choses, c'est-à-dire que c'était sur 5 ans, et sur 5 ans, ça fait à peu près 110 millions d'euros par an. Alors comment décomposer ce coût? D'abord, il faut préciser que c'est un coût des aides, essentiellement des aides européennes, parce que nous ne faisons pas d'aide bilatérale à l'Algérie, ce sont des aides européennes, mais comme ça a été expliqué ce matin, le budget européen, c'est évidemment une contribution française. Alors il y a le coût direct, qui est le coût de nos installations françaises en Algérie. Nous avons 3 consulats, nous avons 5 centres culturels. L'AFD, l'Agence française de développement, n'intervient pas ou très peu, elle ne fait pas de prêts à l'Algérie, elle ne fait que des dons. Et puis il y a surtout, je le disais, une aide européenne, donc plusieurs centaines de millions d'euros sur la période 2021-2027. Et puis il y a un coût indirect qui est lié à tout ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire la question migratoire, parce que les Algériens représentent 60% des primo-demandeurs de titres de séjour, 60% des primo-demandeurs de titres de séjour, et constituent, selon l'INSEE, la partie la plus importante de la population immigrée, à peu près 40% de la population immigrée en France. Donc c'est ce coût-là qui est important. Et alors, lorsque cette note sur les accords de 68 est parue l'année dernière, il y a eu immédiatement pas mal d'hommes politiques qui ont repris l'idée, notamment Édouard Philippe qui a fait une longue interview à l'Express, et citant le coût indirect qui est, il estimait à 50% par exemple, le taux d'activité de la Cour administrative d'appel de Paris consacrée à l'immigration. Pour le logement, c'est à peu près 40%. Pour les préfectures, c'est le coût, évidemment, des reconduites, le coût des centres de rétention administratifs. Pour les hôpitaux, c'est le coût des urgences. Et il y a évidemment la question de la dette hospitalière. Alors, on parle de dette hospitalière, mais il faut savoir qu'il y a 2 dettes. Il y a une dette qui est une dette officielle, c'est-à-dire il y a un accord de sécurité sociale franco-algérien qui permet à un certain nombre de malades autorisés par le pouvoir algérien à venir se faire soigner en France, pris en charge par la sécurité sociale française. Et à la fin de chaque année, on fait les comptes et on leur dit aux Algériens, vous nous devez tant de millions d'euros. Ça, c'est la dette officielle qui était, quand j'étais à Alger, elle était de l'ordre de 13 millions d'euros. C'est à peu près par an. C'est à peu près, elle se décompose en assistance publique de Paris, hospice civil de Lyon et Marseille, et les hôpitaux de Marseille principalement. Et puis à côté de la dette officielle, vous avez la dette privée, c'est-à-dire les gens qui viennent se faire soigner dans les hôpitaux et pris en charge par vous et moi, par nos impôts, et qu'on estimait, là encore, lorsque j'étais à Alger, à peu près 80 millions d'euros. Et cette dette officielle, cette dette privée, nous n'avons pas grand-chose pour la récupérer parce que voilà, les gens donnent leur adresse, l'adresse d'un oncle ou d'un cousin en France, et puis on ne peut pas la récupérer. C'est déjà difficile de se faire rembourser la dette officielle, mais c'est encore plus difficile de se faire rembourser la dette hospitalière privée. Et alors, dernier point qui sera ma conclusion, que faire vis-à-vis de tout cela? Comment rééquilibrer ce rapport?
Alors, moi, j'ai fait dans plusieurs articles ces derniers temps, dont un dans le Figaro il y a à peu près un mois, où je disais comment contraindre l'Algérie à exécuter les OQTF. Je citais un certain nombre de pistes. Évidemment, la dénonciation de l'accord de 1968, et l'idée fait son chemin malgré tout, parce que aussi bien M. Retailleau que d'autres ont repris l'idée, donc dénoncer l'accord de 1968. À côté de cela, on peut aussi dénoncer un échange de lettres de 2007 qui a été passé par Bernard Kouchner et son homologue algérien, qui permet à la nomenclature algérienne de venir en France sans visa. Donc pour se faire soigner, pour régler des affaires financières ou autres. Donc les gens viennent sans visa et les passeports officiels algériens, ils sont délivrés de manière assez large. Donc ça permet à beaucoup de gens de venir en France. On pourrait également jeter un œil sur les transactions financières algériennes en France. Après tout, nous avons des services qui sont chargés de cela. Regardez un peu ce qui se passe du côté de la mosquée de Paris, qui joue le rôle de véritable ambassade d'Algérie à Paris, et puis les consulats algériens. Je rappelle que nous avons 3 consulats en Algérie. Les Algériens, l'Algérie a 18 consulats en France. Et comme ils en ont que 18, ils en ont demandé 2 supplémentaires, un à Rouen et un à Melun, que le précédent ministre, M. Darmanin, a accordé sans aucune contrepartie. Donc, alors que nous avions des choses à demander, mais on leur a accordé 2 consulats supplémentaires. Donc, ils ont aujourd'hui 20 consulats en France. Donc, voilà, il y a une liste. Il est faux de dire que nous n'avons aucun moyen vis-à-vis de l'Algérie, aucun moyen de pression vis-à-vis de l'Algérie. L'Algérie détient un moyen de pression qui est l'exécution des OQTF et les laissez-passer consulaires qui vont avec. Mais nous avons, si nous le voulions, nous avons un certain nombre de moyens de pression. En un mot, je crois qu'il faut établir ou rétablir, ce qui est difficile compte tenu de l'état d'esprit, je disais, de nos politiques en France, établir ou rétablir un rapport de force avec Alger. Rapport de force que les bons diplomates, on appelle ça la réciprocité, qui est la règle d'or de la diplomatie, mais en termes plus communs, j'appelle ça rapport de force, et c'est ça qui nous manque. Voilà, j'en ai terminé.